Bonjour à tous, comme le titre de la vidéo l'indique et la miniature, on va parler de René Guénon et à la fin de la vidéo je vais lire un texte de lui, une fois n'est pas coutume. Et ce texte c'est pas le plus connu et pour cause parce que c'est, comme son nom l'indique, un discours prononcé par René Guénon devant ses élèves du collège de Saint-Germain-en-Laye où il enseignait alors soit la philosophie soit les mathématiques, j'ai pas réussi à le savoir, durant l'année scolaire 1916-1917, et ce discours a été retranscrit et publié dans le journal municipal. Alors autant vous dire que c'est un texte très confidentiel, qu'aurait pu se perdre, qu'aurait pu tomber définitivement dans l'oubli, mais qui, je ne sais comment, a été retrouvé par un archiviste consciencieux et a été publié dans la Revue des études traditionnelles en 1971, soit 20 ans après la mort de René Guénon. Alors René Guénon, je ne vais pas vous le présenter, surtout si vous êtes un habitué de ma chaîne, normalement c'est un auteur avec lequel vous êtes assez familier. Juste rappeler avant d'attaquer la lecture du texte qu'il y a plusieurs René Guénon. Guénon n'est pas un auteur unidimensionnel, en tout cas beaucoup moins unidimensionnel que la manière dont il est présenté la plupart du temps. Le premier René Guénon, et à mon avis le principal, le plus important et le plus indiscutable, encore que tout puisse être discuté, c'est le Guénon que je qualifierais de métaphysicien, le Guénon un peu prophète finalement. C'est le Guénon qui remet au goût du jour et reformule dans un langage compréhensible de ses contemporains les grands principes traditionnels, leurs fondements, leurs fonctions, leur importance. C'est le René Guénon père du mouvement pérennialiste, c'est le René Guénon qu'on retrouve en réalité dans la plupart de ses ouvrages, que ce soit Introduction aux doctrines hindoues, L'homme et son devenir selon le Vedanta, la grande triade Saint-Bernard, le symbolisme de la croix. Voilà. En fait, tous ces livres, j'aurais pu lister tous ces livres, à l'exception de 4. On va le voir après. Il y a 4 livres qui sont pas du tout dans cette mouvance-là. Alors ce René Guénon-là, c'est un Guénon surhumain, au style très impersonnel, comme j'ai dit, assez incontestable, bien qu'avec le temps, il y a quand même certaines choses qu'il raconte que je conteste. Mais ce René Guénon, nous lui devons beaucoup, et je crois qu'il a sauvé la vie de beaucoup de monde. À côté du René Guénon métaphysicien, il y a le René Guénon débunker, le René Guénon démystificateur. Celui qui dénonce et qui déconstruit le charlatanisme spirituel florissant du 19e siècle. C'est celui qui démonte la théosophie de Blavatsky, l'anthroposophie de Steiner, la méthode Montessori, le spiritisme. C'est le René Guénon qui réfute la pseudo-tradition, qui dévoile la supercherie. C'est le Guénon qu'on retrouve dans ses ouvrages Le théosophisme et l'erreur spirit, mais aussi dans ses comptes rendus d'articles et d'ouvrages. Je vous recommande le dialogue par article et critique de livres interposés avec Paul Lecourt, fondateur de l'association Atlantis et maître à penser de Jacques Grimaud, que Guénon étrille et ridiculise sans pitié et qui fait preuve à cette occasion d'un grand sens de l'humour et de la répartie. Et ce qui est fabuleux avec ce René Guénon critique, c'est qu'il est drôle, c'est qu'il permet de comprendre toutes les dérives du New Age et du développement personnel qui vont survenir longtemps après sa mort. Donc c'est quelqu'un c'est un Guénon qui avait tout anticipé. Ce René Guénon-là, il est époustouflant, il est passionnant, il est rigoureux, il est plein d'esprit, et force est de constater, je le répète, que l'avenir lui a donné raison, surtout donc son œuvre, de ce point de vue-là, est parfaitement actuelle. Ensuite, on a le René Guénon, peut-être le plus connu en fait, qui est le René Guénon métapolitique, celui qui dénonce les travers de la modernité, qui démontre que ce qu'il appelle la civilisation occidentale est une construction déviante basée sur le matérialisme et le sentimentalisme, et dépourvue de principes supérieurs. C'est le René Guénon qui produit ce qu'on appelle un appareil critique, c'est-à-dire une critique du monde contemporain d'un point de vue traditionnel, et ça concerne particulièrement 2 de ses ouvrages, certainement les plus célèbres, La crise du monde moderne et Orient et Occident. Ce René Guénon-là, finalement, on peut adhérer à sa thèse ou ne pas y adhérer. Il n'en demeure pas moins que son appareil critique est passionnant, performant, parce qu'on peut trouver des applications concrètes de ce qu'il raconte un peu partout, et puis ça ouvre une infinité de pistes de réflexion. C'est un René Guénon qui a été une source d'inspiration pour énormément de monde, y compris moi, et
là encore, j'ai envie de dire, son œuvre n'a pas pris une ride. C'est souvent le temps qui démontre l'importance d'une œuvre et d'un auteur, et le temps a été favorable à René Guénon. Le René Guénon métapolitique, il est très important, et encore aujourd'hui, il a énormément d'influence. On s'en rend pas forcément compte, mais des gens très puissants et très haut placés, empreints de philosophie guénonienne, il y en a énormément, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et puis, il y a le René Guénon politique et militant. Il y a l'activiste politique. On dit souvent de René Guénon qu'il ne s'est jamais préoccupé de politique, qu'il s'est contenté d'exposer des grands principes traditionnels. C'est factuellement faux. René Guénon a tenté d'avoir une influence, et le projet de René Guénon, c'était de doter l'Occident d'une autorité spirituelle régulière pour infléchir sa tendance au matérialisme, au sentimentalisme. Et pour ce faire, il a infiltré, entre guillemets, un tas d'organisations diverses et variées, parmi lesquelles la franc-maçonnerie, l'Église catholique et j'en passe, avec à chaque fois une ascension fulgurante en interne, parce que son génie était indiscutable. Et puis, bien sûr, ensuite, il est allé chercher cette autorité spirituelle en Orient, par le biais de l'islam notamment, du soufisme. Ce René Guénon-là, force est de constater qu'il a échoué, qu'il s'est trompé, qu'il n'a pas vraiment eu d'influence, que ce projet était insensé, et qu'il est à l'origine de tout ce que j'appelle les fruits pourris de son œuvre. Les fruits pourris de l'œuvre de René Guénon, c'est les guénolâtres monomaniaques, c'est les obsessionnels de l'initiation, de l'islam soufisant fantasmé qui serait le vrai islam alors que c'est pas de l'islam du tout. Toutes les dérives autour de la pensée de René Guénon viennent de cette dimension prosélyte et politique de son œuvre qu'on retrouve disséminée un peu partout dans ses écrits, et dont, bien sûr, je me désolidarise totalement. Je m'en désolidarise, mais je comprends néanmoins. C'est compliqué de dire ce qu'il disait et de ne pas chercher à agir. Il a fait ce qu'il a cru être bon, et manifestement, il l'a fait animé des meilleures intentions, et on peut dire qu'il aura fait ce qu'il a pu. Et puis, il y a un dernier René Guénon. Il y a un René Guénon qu'on connaît très peu, finalement. C'est l'homme. Qui était cet homme génial? Parce que René Guénon est un génie. Quel était son caractère? On sait très peu de choses de lui. René Guénon ne parlait jamais de lui, et les témoignages le concernant sont finalement assez rares. Alors effectivement, il y a des correspondances dans lesquelles l'homme transparaît, mais c'est quand même assez limité. Et quand un homme a eu énormément d'influence sur vous, comme il a pu avoir de l'influence sur moi, c'est toujours bien de savoir de quel bois il était fait, quoi. Et c'est là que le texte « Discours contre les discours » est éclairant. Parce que c'est le René Guénon homme qui s'adresse à ses jeunes élèves dans une période particulièrement troublée, douloureuse et confuse, la Première Guerre mondiale, la boucherie, et qui essaye de les mettre en garde contre la folie des discours auxquels les élèves sont exposés et contre les dangers de l'éloquence. Ces élèves qui demain pourront être envoyés à la mort, au nom de principes et d'idées très discutables. Il faut comprendre qu'au moment où Guénon s'exprime, c'est encore une possibilité. Et ce qu'on peut voir, ce qu'on perçoit, c'est un homme d'une extraordinaire bienveillance qui prononce à l'endroit de ses jeunes élèves un discours magnifique et mesuré. On sent qu'il a envers eux beaucoup de respect et d'estime, il les prend pas de haut, au contraire, on ressent cette volonté d'élever, et c'est bien ce qu'on doit faire avec ses élèves, c'est les élever. Et donc à l'occasion de ce discours, René Guénon leur fait à mon avis un magnifique cadeau, parce que des professeurs qui s'adressent à leurs élèves de cette façon, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mais on voit aussi, et c'est pas négligeable, qu'il savait, contrairement à une certaine partie de ses admirateurs, il savait faire la différence entre les grands principes traditionnels et les impératifs du réel. Il savait composer. Donc non content d'être un génie absolu, on devine qu'il était également un homme remarquable. Je vais donc vous lire ce discours et puis vous vous ferez une idée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers élèves, en prenant la parole aujourd'hui devant vous pour me conformer à l'usage, je me sens, je l'avoue, un peu gêné lorsque ma pensée se reporte aux circonstances tragiques dans lesquelles nous vivons depuis bientôt 3 ans et qui devraient, semble-t-il, bannir de nos esprits toute préoccupation étrangère. Aussi j'éprouve un véritable scrupule, et comme un besoin de m'excuser et de me justifier, même et peut-être surtout à mes propres yeux. L'heure, en effet, est-elle bien au discours? Et est-il bien logique d'accepter la tâche d'en prononcer un lorsqu'on est convaincu, comme je le suis, de la parfaite inutilité de tous ces déploiements d'éloquence plus ou moins sonores, dont certaines solennités sont l'habituelle occasion? Mais il est des usages auxquels, n'ayant pas le pouvoir de les changer, on est forcé de se soumettre. Et si du moins ce discours pouvait avoir pour résultat assez paradoxal en apparence de vous persuader de la vanité de cette éloquence à laquelle je viens de faire allusion, je crois que nous n'aurions pas tout à fait perdu notre temps.
On a dit sans doute en plaisantant que le langage avait été donné à l'homme pour déguiser sa pensée, mais ceci renferme pourtant une vérité plus profonde qu'on serait tenté de le supposer au premier abord, à la condition toutefois d'ajouter que ce déguisement peut être inconscient et involontaire. En effet, le rôle essentiel du langage est d'exprimer la pensée, c'est-à-dire de la revêtir d'une forme extérieure et sensible, au moyen de laquelle nous puissions la communiquer à nos semblables, dans la mesure du moins où elle est communicable. Et c'est sur cette restriction que j'appelle plus particulièrement votre attention. Peut-on dire que l'expression soit jamais adéquate à la pensée? Et toute traduction n'est-elle pas par sa nature même forcément infidèle? Traduttore, traditore, dit un proverbe italien bien connu qui, pour ressembler un peu à un jeu de mots dans son extrême concision, n'en est pas moins juste. Et à tel point qu'il est extrêmement difficile et rare de trouver dans deux langues différentes, même assez voisines l'une de l'autre, des termes qui se correspondent exactement, de telle sorte que plus une traduction veut être littérale, plus elle s'éloigne bien souvent de l'esprit du texte. Et s'il en est bien ainsi lorsqu'il s'agit simplement de passer d'une langue à l'autre, c'est-à-dire d'une certaine forme sensible à une autre forme de même nature, de changer en quelque sorte le vêtement de la pensée, combien ne doit-il pas être plus difficile encore de faire entrer dans les formes étroites et rigides du langage cette pensée elle-même qui est essentiellement indépendante de tout signe extérieur et radicalement hétérogène à son expression. Pour comprendre combien la pensée pure doit être par là amoindrie, réduite et comme schématisée, il ne faut qu'un instant de réflexion, à moins qu'on ne partage les illusions de certains philosophes qui, aveuglés par l'esprit de système, ont cru que toute la pensée pouvait et devait s'enfermer dans une sorte de formule conçue suivant le type mathématique. Ce qui est vrai, au contraire, c'est que ce qu'expriment les mots ou les signes n'est jamais le tout de la pensée, que celle-ci contient toujours en elle-même une part d'inexprimable, donc d'incommunicable, et que cette part est d'autant plus grande que la pensée est d'un ordre plus élevé, parce qu'elle est alors plus éloignée de toute figuration sensible. Ce que nous pouvons livrer à nos semblables, ce n'est donc pas notre pensée elle-même, ce n'en est qu'un reflet plus ou moins indirect et lointain, un symbole plus ou moins obscur et voilé, et c'est pourquoi le langage, vêtement de la pensée, en est forcément aussi, et par là même, le déguisement. Mais que le langage soit un déguisement de la pensée, cela suppose encore évidemment qu'il y a une pensée cachée derrière les mots. En est-il toujours ainsi pour tous les hommes? On peut être tenté d'en douter. Et de se demander si, pour certains, les mots eux-mêmes n'arrivent pas à prendre presque entièrement la place d'une pensée absente. N'en est-il pas beaucoup trop qui, incapables de penser vraiment et profondément, parviennent pourtant à s'en donner l'illusion à eux-mêmes, et quelquefois à la donner aux autres, en enchaînant avec plus ou moins d'habileté et d'art des mots qui ne sont guère que des formes vides, des sons qui, pour présenter peut-être un assemblage harmonieux, n'en sont pas moins dépourvus de signification réelle. Certes, le langage rend à la pensée de grands et précieux services, non seulement en nous fournissant un moyen de la transmettre autant qu'elle en est susceptible, mais aussi en nous aidant à la préciser et en nous permettant de nous la mieux définir à nous-mêmes, de la rendre complètement et plus clairement consciente. Mais à côté de ces avantages incontestables, il y a de graves inconvénients auxquels donne lieu le langage, ou si l'on préfère, l'abus du langage, et dont le moindre n'est pas ce verbialisme que je vous dénonçais tout à l'heure, verbialisme dont ce qu'on est convenu d'appeler l'éloquence n'est trop souvent que la déplorable manifestation. On se tromperait étrangement en effet si l'on s'imaginait que le succès des orateurs les plus réputés est dû, dans la plupart des cas, à la vérité, à la justesse ou à l'élévation des idées qu'ils expriment. Il n'est pas nécessaire d'avoir des idées pour être éloquent. Et peut-être même serait-ce plutôt un obstacle, surtout lorsqu'on veut s'adresser à la foule. Car il faut bien le reconnaître, la grande masse des hommes a des impressions bien plus que des idées, et c'est pourquoi elle se laisse si facilement subjuguer et entraîner par des mots qui, d'ordinaire, sont d'autant plus sonores qu'ils sont plus vides de sens, et par là d'autant plus aptes à tenir lieu de pensée à ceux qui n'en ont pas. Aussi, le pouvoir de l'orateur, et plus spécialement de l'orateur populaire, est-il presque exclusivement un pouvoir d'ordre physique, les gestes, les attitudes, les jeux de la physionomie, les intonations de la voix, l'harmonie des phrases. Voilà quels en sont les principaux éléments. L'orateur a, sous ce rapport, plus d'un point de vue de ressemblance avec l'acteur. Ce qui importe, c'est beaucoup moins ce qu'il dit que la façon dont il le dit. C'est aux facultés sensibles de son auditoire qu'il s'adresse, souvent aussi à ses sentiments ou à ses passions, parfois à son imagination, mais bien rarement à son intelligence. Et ce rôle prépondérant des moyens physiques dans l'art, j'allais dire dans le jeu de l'orateur, nous explique pourquoi les discours de ceux qui ont exercé la plus grande influence sur les foules nous apparaissent à la lecture d'une étonnante insignifiance, d'une désespérante banalité. C'est aussi pourquoi il est fort rare qu'un même homme unisse en lui les dons si divers de l'écrivain et de l'orateur. L'écrivain, qui n'a pas à sa disposition les mêmes moyens extérieurs, a besoin
de qualité d'un tout autre ordre, moins brillante peut-être, mais aussi moins superficielle, et plus solide au fond. Et d'ailleurs, l'œuvre de l'orateur n'a sa raison d'être que dans une circonstance déterminée et passagère, tandis que celle de l'écrivain doit avoir normalement une portée bien plus durable. Du moins, il devrait en être ainsi, mais bien entendu, il y a en fait bien des écrivains dont les phrases ne contiennent pas plus de pensée que celles des orateurs dont je viens de parler, et bien de la littérature qui n'est en somme que de la mauvaise éloquence, et qui, fixée sur le papier, n'a même pas les charmes artificiels que pourrait lui prêter une diction agréable ou savante, et naturellement, en m'attaquant à l'éloquence verbale, j'entends y faire rentrer aussi, et au même titre, toute cette vaine littérature. Maintenant, quelles sont les causes qui donnent naissance à ce verbalisme creux et stérile? Elles sont sans doute assez complexes et je ne voudrais pas m'engager ici dans une étude trop approfondie de cette question. Il se peut que parmi ces causes, il y en ait qui soient inhérentes à la nature humaine en général, ou plus particulièrement au tempérament de certains peuples, ou de certains. Mais c'est aussi en partie une affaire d'éducation. Comme les Athéniens autrefois, les Français ont assez généralement la réputation d'avoir un goût exagéré pour l'éloquence, d'aucuns disent pour le bavardage. Et dans cette critique, que nous adressent même nos meilleurs amis, il y a quelque chose de vrai. Je devrais dire plutôt, il y avait quelque chose de vrai, car aujourd'hui, fort heureusement pour nous, il semble que les choses aient un peu changé, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je viens de vous dire que l'on comparait volontiers sous ce rapport les Français aux Athéniens. Faut-il admettre pour l'expliquer que notre tempérament national se rapproche étrangement de celui des anciens Grecs? Je ne le crois pas. Je croirais plutôt qu'une telle similitude qui ne se fonde sur aucune communauté de race se justifie seulement par l'influence exagérée et trop exclusive que la civilisation hellénique a exercée sur la nôtre, c'est-à-dire qu'elle est surtout le produit artificiel d'une certaine éducation. Assurément, il ne faut ni méconnaître ni mépriser ce qu'ont fait les Grecs dans divers domaines, mais il ne faut pas non plus, dans l'excès d'une admiration qui touche parfois au fanatisme, croire qu'il n'existe rien qui vaille en dehors de ce qu'ils ont fait, ni se refuser à voir à côté de leurs mérites qui sont très réels, leurs défauts qui ne le sont pas moins, et dont un des plus marqués est précisément la fâcheuse tendance au verbalisme. Ce défaut est nettement sensible jusque chez les plus grands d'entre eux, et chez Platon lui-même, le type le plus représentatif peut-être de la mentalité hellénique. La dialectique trop subtile pour qu'il examine en toute impartialité et en évitant de s'en laisser imposer par la beauté de la forme apparaît souvent comme n'étant au fond qu'un amusement assez vain qui repose beaucoup plus sur les mots que sur les idées et qui ne saurait conduire à aucune conclusion vraiment profonde. J'ai parlé de la beauté de la forme, c'est que les Grecs, il ne faut pas l'oublier, étaient avant tout des artistes, qu'ils étaient en tout ce qu'ils faisaient, et qu'ils poussaient à l'extrême le culte de la forme, au détriment de la profondeur et de l'étendue de la pensée. On pourrait même dire, sans aucune exagération, qu'ils ne concevaient rien au-delà de la forme et de ses limitations, à tel point que pour eux, fini et parfait étaient des termes synonymes. Sans doute l'art en lui-même n'est ni à négliger ni à dédaigner, mais il faut savoir mettre chaque chose à sa place et ne pas permettre à ce culte de la forme, légitime quand il ne dépasse pas certaines bornes, d'envahir le domaine de la pensée pure, ni d'autre part de réagir outre mesure sur le domaine de l'action. Et pourtant, n'est-ce pas là qu'on a fait trop longtemps, sous l'influence et à l'imitation de la civilisation grecque, ou gréco-latine, et beaucoup d'entre nous, ceux du moins dont la culture fut à peu près exclusivement littéraire, n'ont-ils pas encore à regretter d'avoir reçu une éducation toute verbale qui trouvait sa plus complète expression dans le discours latin, exercice aujourd'hui tombé dans l'oubli? On peut déplorer la tendance qui pousse certains à abandonner complètement l'étude de l'Antiquité, mais la connaissance réelle et exacte de cette Antiquité est tout autre chose que cette rhétorique puérile qui ne consistait guère qu'en un assemblage de formules copiées servilement ou apprises de mémoire et appliquées indistinctement à tous les sujets, au lieu que l'idée fût indépendante du mot, comme elle doit l'être naturellement, c'était le mot qui, au contraire, devenait indépendant de l'idée et usurpait sa place. Cependant, les Français n'ont jamais, autant que les Grecs, abusé de l'éloquence et elle n'est jamais parvenue à absorber la totalité de leur existence nationale. La Grèce antique est morte de cet abus. La France, elle, n'en mourra pas. Nous avons suffisamment prouvé déjà que nous étions heureusement capables d'autre chose que de discourir, et nous continuons à le prouver chaque jour. Et c'est bien là précisément ce qui montre le caractère assez artificiel qu'avait chez nous ce goût de l'éloquence. Les circonstances l'ont rapidement sinon fait disparaître tout à fait, ce qui ne pouvait se produire d'un seul coup, du moins relégué au dernier plan. On peut dire, sans rien exagérer, que c'est une véritable victoire que nous avons ainsi remportée sur nous-mêmes, sur nos anciennes habitudes, et ces victoires-là ont leur importance car elles sont une condition des autres, de celles que nous devons remporter sur l'ennemi. L'éloquence n'est plus guère à la mode, et il est facile de s'apercevoir qu'elle a singulièrement perdu de son prestige. Depuis le début de cette guerre, en effet, qu'est-ce qui a le plus fortement frappé les esprits?
la proclamation de Gallieni aux Parisiens, l'ordre du jour de Joffre lors de la bataille de la Marne, celui de Pétain à Verdun, quelques lignes très simples, disant nettement ce qu'elles veulent dire, sans grands mots, sans détours et sans ornements inutiles, sans aucune vaine phraséologie, et c'est cela qui restera, croyez-le bien, et qui laissera une impression autrement durable que les plus beaux discours des hommes politiques, dont certains pourtant sont pleins d'un incontestable talent. L'éloquence a reçu un coup dont elle ne se relèvera peut-être jamais, et il n'y a pas lieu de les déplorer. Ne nous laissons plus duper par les mots, comme cela nous est arrivé trop souvent, mais sachons désormais, dans tous les domaines, regarder en face les réalités, les voir telles qu'elles sont. Voilà assurément une des premières leçons que nous devrons tirer des événements actuels, si nous ne voulons pas avoir souffert en vain. Nos héroïques soldats perdent-ils la moindre partie de leur temps en discours et en déclarations? Non, car ils ont plus et mieux à faire. Et ils le savent bien. Res non verba. Ce que nous attendions d'eux, ce sont des actes, non des paroles. Et ils tiennent. Et vous aussi, chers élèves, quand le moment sera venu pour vous de quitter ce collège, vous aurez mieux à faire que de vous attarder au jeu de l'éloquence. Quelques-uns, peut-être, seront encore appelés à prendre place auprès de leurs aînés, mais ce qui est certain, c'est que tous, même les plus jeunes, vous aurez à remplir d'autres devoirs, une autre tâche plus obscure sans doute, mais non moins nécessaire pour réparer les ruines que cette longue et terrible lutte aura accumulées et pour aider les glorieux survivants à recueillir et à faire fructifier toutes les conséquences de leur victoire. Vous aurez encore à lutter sur un autre terrain, car la plupart d'entre vous, vraisemblablement, seront des hommes d'action. Il semble bien aujourd'hui plus que jamais que le domaine de la pensée pure doive demeurer l'apanage d'un petit nombre, et il est peut-être bon qu'il en soit ainsi, s'il est vrai que la spéculation et l'action vont d'ordinaire assez mal ensemble. Pour être prêts à agir quand il le faudra, et quelle que soit la forme sous laquelle votre activité devra s'exercer, vous aurez à devenir des hommes, dans toute l'acception du mot, plus vite et plus tôt que ne le devenaient les jeunes gens de certaines générations qui précédèrent la vôtre, alors qu'il n'y avait pas tant de vide à combler dans tous les rangs de la nation. Travaillez-y donc dès maintenant, chers élèves, préparez-vous de toutes les forces de votre intelligence et de votre volonté au rôle que la patrie, à un jour prochain, sera en droit d'exiger de vous. Habituez-vous sans retard à envisager sérieusement l'avenir, tout en méditant les exemples d'héroïsme que vous donnent vos aînés, exemples qui vous incitent à ne jamais faillir à votre devoir, quel qu'il puisse être, pas plus qu'ils n'auront failli au leur, au milieu d'épreuves qui sont parmi les plus redoutables que l'humanité, en aucun temps, ait traversées, et dont le souvenir vous rendra votre propre tâche plus facile et moins dure à accomplir. Voilà, le discours est terminé. Dans le genre discours qui marque les esprits pour apprendre à penser par soi-même et pour devenir un homme, on a rarement fait mieux. Ça ne manque pas d'une certaine élégance, vous en conviendrez, et c'est même assez émouvant. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.